L'immigration est une... Oui, la France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu des émigrés, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a un deuxième message qui est que la plupart des gens qui viennent d'autres pays remercient la France aussi pour son accueil et ne sont pas forcément... Enfin, ce n'est pas d'eux dont on parle la plupart du temps en fait dans les émissions de Oui, télé. parce que le documentaire, l'angle du documentaire, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui sont arrivés en France, parfois dans des conditions très difficiles, et puis ce sont devenus ensuite ces personnalités des parcours de réussite. Oui, on a volontairement Donc ça se veut très positif. Bah, oui, mais 20 millions des Français ont un grand-parent étranger. 13 millions, un parent direct. Donc oui, en fait, la plupart des gens viennent d'autres. Si on regarde nos noms de famille, je pense que à une ou deux générations... Vous venez d'où, vous, par exemple? Moi, je viens de Vierzon et mon nom de famille, c'est Poncé. Vous êtes français? Ah ouais, je crois. Hein. Voilà, mais je ne sais pas tous si vous n'avez pas des... Aussi, je pense que vous avez des parents un peu étrangers aussi. Mais La plupart des en fait, Français sont c'est comme ça. parti de votre propre histoire. C'est votre histoire qui vous a donné envie de travailler sur ce documentaire? Non, c'est M6 qui me l'a demandé, qui m'a dit on cherche depuis des années à faire un documentaire sur l'immigration, mais qui soit sociétal et en même temps qui ait un peu notre ADN. Et donc j'ai réfléchi, moi ce que j'aime c'est l'humain. Et donc on a travaillé avec des historiens, on a regardé tous les flux migratoires depuis 100 ans. On a regardé toutes les politiques françaises qui nous ont conduites aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Et on a choisi donc après des personnes qui pouvaient l'illustrer. Mais effectivement, des gens qui s'étaient complètement intégrés parce que quand nos grands-parents venaient en France, leur principale priorité, c'était que leurs enfants s'intègrent le plus vite possible en leur donnant des noms français, des prénoms français, en leur interdisant de parler autre chose que français à la maison et en les obligeant à réussir socialement. Mais je parlais de vous parce que vous-même, au début du documentaire, vous dites « Je ne serais pas là si la France n'avait pas accueilli mon père burundais quand il faisait ses études ». Bien sûr, oui, il y a eu beaucoup. Donc c'est un sujet qui vous touche personnellement? Qui me concerne. Après, c'est pas quelque chose qui m'obsède du matin jusqu'au soir, mais je fais partie de ces gens, oui, à qui on a demandé beaucoup quand j'étais petite, tu te sens plus quoi, africaine ou française? Je comprenais même pas la question et je comprenais même pas pourquoi on me demandait de choisir. Mon identité, elle est multiple. Je suis effectivement née d'un père du Burundi, je suis née en France, je me sens profondément française. J'aime me promener dans les petits villages français. Pour autant, je ne nie pas l'origine de mon père. Quand je vais en Afrique, j'adore. Voilà, mais je suis aussi femme, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi maman. Mon identité ne se résume pas aux origines de mes parents. Mais pourquoi aujourd'hui, on est plutôt dans des questions de réflexe identitaire, de communautarisme, et cette question-là est devenue une question très fracturante dans la société, avec des débats, avec souvent des invectives? Parce que tout a changé, parce qu'effectivement, de mon temps, quand j'étais petite, moi je me souviens qu'à la cantine, il y avait du jambon, il y avait des musulmans, des juifs qui ne mangeaient pas de jambon, et donc du coup ils échangeaient le jambon contre le dessert, etc. Moi j'allais chez mes copains musulmans, la maman elle m'apprenait à faire du couscous. C'était pas du tout un sujet en fait d'exclusion ou de différenciation. Au contraire, c'était un enrichissement pour la petite gamine que j'étais qui n'avait pas les moyens en plus de voyager. Oui, mais il y avait du racisme. Il y avait aussi du racisme. Est-ce que vous... Oui, vous mais êtes il y a en train aussi... de... D'ailleurs, hein, tous les témoins le disent, qu'ils ont vécu aussi ce je l'ai vécu racisme. aussi. Oui. Mais Il y avait aussi la discrimination. Qu'est-ce que vous On a avez l'impression vécu que... Non, mais d'accord, mais demander à un roux s'il n'a pas été traité de rouquin, si on n'a pas dit que ça puait, demander à une personne qui est grosse si on ne s'est pas moqué d'elle et si ça n'existe pas encore sur les réseaux sociaux. De toute façon, de façon individuelle, oui, on est tous victimes de cons, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Mais moi, je suis la génération touche pas à mon pote où on avait tous le pins jaune, la grande marche des fiertés, etc. La grande marche, non pas du tout des fiertés, la grande marche de 1983. Voilà. Alors, nos GG ont vu le documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé avant qu'on continue, bien sûr, d'en discuter? Qui se lance? Jean-Loup Bonamy? Jean-Loup, il va peut-être parler d'autre chose, parce que Jean-Loup, quand même, il a Karine Le Marchand en face de lui. Je pense que ça, on va avoir quand même 5 minutes de déclaration enflammée. Ah oui, c'est de bon goût. Oui, pardon, mais oui. De bon goût. Ah bon, d'accord. Oui, oui. Vous avez un amoureux transi. Je savais pas. C'est bien, désolée. c'est malaisant. Non, C'est bien, bravo, c'est Bruno. français. Bruno est un mec très, très classe. Les mecs de Vierzon, tu sais, ils sont connus. On les appelle les rois de la galanterie. Si tu avais un parent immigré, tu serais un peu plus subtil. Non, mais il faut être cash. Ceci dit, il devrait faire son test ADN. Parce que si ça se trouve, vous croyez que vous êtes français, mais bon. Mais moi, ça me dérangerait pas du tout d'avoir des origines étrangères, même bien au contraire. En fait, moi, j'ai pas du tout. Moi, je passe depuis que je suis gamin. Vous avez raison. Moi, je
je suis de votre génération. Moi, depuis que je suis gamin, touche pas à mon poste, c'était vraiment notre truc. Et moi, depuis que je suis gamin, et comme vous, moi j'ai été à la case du Ramadan, j'étais invité. Bah oui. Quand c'était le samedi soir, on était invité chez nos amis juifs. Enfin, ça a déjà été comme ça, on n'avait même pas d'idée. Par contre, moi, quand j'ai vu votre documentaire que je trouve factuellement. Bravo, voilà, mais j'ai commencé, j'ai fini. Il a pris le lead. Mais quand j'ai vu votre documentaire, je me suis interrogé quand même sur votre autre émission, Une ambition intime, où vous recevez des politiques et certains disent, dans leur programme, que l'immigration c'est un fléau, que l'immigration est la cause de tous nos problèmes. Et je vous imagine peut-être dans un an recevoir Retailleau, Bardella ou autre, et ou Knafo ou Zemmour. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais si vous regardez bien le documentaire, on voit bien qu'il y a des gros problèmes. Hein. Non, mais je dis pas ça, mais moi je dis, je trouve qu'à un moment donné, entre les gens qui ne voient pas le problème, et malheureusement il y en a aujourd'hui, il y a un problème. Et puis ceux qui voient que ça comme problème et qui oublient tout le reste, moi j'imagine que dans votre émission, des fois ça doit vous heurter. Mais pas uniquement parce que vous êtes quelqu'un issu de l'immigration, mais parce que, à un moment donné, face à des gens qui disent tout et son contraire, ça va être quand même compliqué. Hein. Mais c'est un des grands sujets de débat dans les foyers français, et il va falloir peut-être effectivement que... Oui, vous niez pas qu'il y a un problème aujourd'hui. Non, mais il y a un problème avec l'immigration, mais avec certaines personnes, pas avec 20 millions de personnes. Alors, on est d'accord. Joël Dagossiri. Non, mais c'est super parce que Karine Le Marchand, vous avez fait un documentaire vraiment très bien dans lequel je me suis enfin reconnue parce que ça fait quand même des mois et des mois, voire des années que quand on parle d'immigration, je ne me reconnais absolument pas dans la description qui est faite de l'immigration. Donc, et là, vous avez fait un documentaire super génial et tout de suite, mais il y a un problème. Il faut tout de suite revenir au mais vous niez pas qu'il y a un problème. Non, là, le focus est sur déjà quelle est l'histoire de l'immigration parce que ce qui est bien fait, c'est que c'est chronologique. Donc, on comprend très bien les vagues migratoires. Donc, en commençant par les Espagnols, les Italiens, les Portugais, etc., en arrivant sur l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est très bien fait. On comprend très bien. Première chose. Les décisions politiques aussi, y compris le regroupement familial. Le regroupement familial, tout à fait. On voit très bien d'où ça vient. Et la chose, c'est que c'est les portraits surtout. Alors, ce que vous savez très bien faire, c'est vraiment de faire ressortir des gens. Voilà. Au-delà d'une histoire de l'immigration, les gens. Et vous voyez, il y a plusieurs portraits. Donc, il y a cette jeune, italienne, donc elle. Céline Maury, oui. Exactement. Petite alors, elle, c'est vraiment moi. C'est la double culture décomplexée. On lui a demandé est-ce que tu es plus italienne. Elle a dit je m'en fiche, je suis les deux. Je fais pas. Alors que sa mère c'était plus non il faut pas du tout, il faut gommer l'Italie, etc. Donc mais parce qu'à l'époque aussi on pouvait pas avoir les deux nationalités, fallait choisir. C'est ça, c'est ça. Et on a aussi Sheila qui justement où je dis la médecin, parce qu'en fait ce qu'on sait pas, ce qu'on dit pas souvent sur les descendants immigrés entre guillemets, c'est ce poids entre guillemets, cette exigence qu'ont les parents de voir leur voyage, je vais dire rentabilisé, je le dis comme ça, mais leur sacrifice, donner du sens à leur sacrifice. Et on ne sait pas à quel point, en fait, moi je dis souvent aux gens, je dis, moi je suis en mission. Je suis en mission quelque part parce qu'en fait mes parents sont venus pour quelque chose et je dis à ma fille tu fais partie du projet, crois pas que ça s'arrête à moi, tu fais partie du projet. Donc je lui dis souvent ça et je lui rappelle pourquoi en fait mes deux parents sont venus ici et c'est deux parents du côté papa. Et moi quand je vois les émeutiers ou les petits cons ou les petits voilà ceux dont on parle le plus souvent dans les émissions de télévision, je me dis mais est-ce qu'ils se rendent compte du sacrifice qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents? Ils se retournent dans leur tombe, c'est sûr. Et pourquoi petit con alors? Non, quand on parle. Oui, non, mais bien sûr, mais parce que c'est des gens qui vont pas respecter. Et pourquoi ils n'ont pas cette usages. conscience, selon vous? Parce que c'est des petits cons. Non, d'abord parce que c'est des petits cons, parce que. Pourquoi il y a la rupture justement générationnelle? Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner, ils donnent pas de sens à leur vie, ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires. Mais comment ça se fait? Attendez, vous dites ils sont très victimaires. Ah, moi je trouve qu'ils se sentent très victimes d'une société. Ce qui n'est pas le cas. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi? Oui, mais bien sûr. Non, mais il y a plein de choses qui sont à l'origine de tout ça. Parce que ce qu'on comprend pas, c'est que ces jeunes qui sont nés en France, mais ils sont français, donc ils n'ont pas les mêmes revendications que les enfants qui ont été à migrants. l'école, etc. Et ils n'ont pas la même revendication. Ils n'ont que des droits, ils n'ont pas d'obligations, en fait. C'est ça le problème. Mais dans le reportage, il y a cette partie sur la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette partie, vous expliquez que donc, lors du débarquement, les troupes militaires étaient composées à 80% des indigènes, donc des gens de l'Empire
coloniale. Oui. Et que d'ailleurs, beaucoup avaient été faits prisonniers par les Allemands, d'accord, et donc sont morts. Et vous avez à côté, effectivement, des politiques qui vous expliquent matin et soir que l'immigration n'est pas une chance pour la France, alors que tout ce que votre documentaire montre, c'est que la France a choisi, c'est-à-dire qu'elle a organisé l'immigration, quelque part, si. Sans Si, consultation démocratique. J'ai pas dit. Il n'y a pas eu de référendum. Mais je veux dire, aller chercher des personnes pour reconstruire la France, aller chercher des personnes pour faire la guerre. Et il y a une partie que vous n'avez pas mis parce que je pense que c'est pas vrai, c'est pas de l'immigration, c'est le Bumidum qui concerne plus. Ils sont les français. Ouais, oui. Tout comme j'ai pas fait les pieds noirs. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, ça aussi, ça a été organisé. En fait, le Bien Bumidum, sûr. c'est un bureau qui organisait la venue des personnes des Antilles. Donc, en fait, il y a une organisation qui a quand même été mise en place. Et vous avez aujourd'hui des politiques qui nous expliquent un peu que c'est une sorte de qui subissent, en fait, que tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a jamais été un choix et que c'est subi. C'est pour ça que j'ai fait ce documentaire. Parfois, c'est subi. On voit bien aussi qu'il y a des fois des volte-face. C'est-à-dire qu'au départ, quand l'Espagne, sous Franco, a généré des milliers, des dizaines de milliers de migrants aux frontières, on a commencé par les accueillir. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais on peut plus accueillir. Boum, on les a parqués dans des camps. Ouais. En fait, ça change tout le temps. Alors, je laisse. Gérard Hernandez, vous savez, Gérard Hernandez de Scène de ménage, le comédien, voix off ultra connu. Il s'appelle Julio en vrai. Oui, Julio, c'est ce qu'il raconte dans ce documentaire, comment lui aussi, il a dû faire des efforts pour s'assimiler, être plus français que les Français. On arrive à Saint-Ouen. Et là, à Saint-Ouen, on tombe sur une colonie espagnole. Il y avait des bidonvilles, des roulottes, les gitans. C'était un petit logement. Moi, je couche avec mon grand-père. C'était très restreint. C'était pas Versailles ici. C'était pas Versailles. J'en ai pas fait quand même pas mal. J'étais différent. Je parlais pas bien le français. J'avais un accent épouvantable. Et bon, les moqueries, même à 5 ans, c'est dur. Puis 6 ans, 7 ans. À 7 ans, j'ai dit, nom de Dieu, je vais parler français aussi bien qu'eux. Jean-Loup Bonamy. Non mais Monsieur alors, le professeur, j'ai vu votre documentaire en avant-première, puisqu'on nous l'a envoyé, et je l'ai beaucoup apprécié. Ce qui va surprendre, parce qu'il y a 2 raisons qui auraient pu faire que je le critique. La première raison, c'est que régulièrement sur ce plateau, d'ailleurs encore aujourd'hui, je souligne qu'il y a quand même un problème avec l'immigration, même si bien sûr, c'est ce que montre votre documentaire, ce n'est pas tous les immigrés, mais il y a des problèmes. D'ailleurs, votre documentaire le dit aussi. Donc, moi, je mets souvent le doigt sur ces problèmes, encore ce matin. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, excusez-moi de vous le dire, mais c'est parce que il y a 2 ans, on avait parlé de vous quand vous étiez allé soutenir, et je vous en félicite, les agriculteurs. Et à l'époque, poussé dans mes retranchements par Alain Marchal, j'avais été obligé, mais vraiment poussé par Alain, à faire part de mon admiration pour Karine Le Marchand. J'avais dit que vous étiez l'une à la fois des plus talentueuses et des plus belles présentatrices de l'histoire de la télévision française. Et j'avais dit également que vos émissions politiques, même si ce n'est pas votre spécialité, étaient de meilleure qualité et plus intéressantes politiquement que celles de beaucoup de soi-disant journalistes politiques professionnels qui nous ennuient. Et je crois même, toujours poussé par Alain, que j'avais fait une demande en mariage en public, et vous m'avez méprisé. J'ai pas su, mais la tournée sur les réseaux, et vous ne m'avez... Alors je m'attendais bien à essuyer un refus, je ne m'étais pas fait d'illusions, mais vous avez fait bien pire, vous m'avez méprisé. Et donc aujourd'hui, je devrais me venger en descendant en flèche votre documentaire. Mais comme il est excellent, je vais faire preuve de grandeur d'âme et justement reconnaître l'excellence de votre documentaire. Mais qu'auriez-vous pensé de moi si j'avais accepté d'épouser quelqu'un que je ne connais pas? Exactement. J'aurais trouvé ça très bien. Si c'est moi, autrement. Alors, retour sur le doc. Et donc, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que justement, ça apporte une vision nuancée qui permet de mieux connaître la société française, parce que l'immigration, qu'on s'en réjouisse ou que, comme moi, on le déplore, changer en profondeur la société française. Et je trouve que c'est très bien de savoir dans quelle société on vit, et de le savoir aussi avec ce qu'on appellerait dans les études de sondage des études qualitatives, c'est-à-dire vraiment des gens qui témoignent et qui racontent
qui racontent des parcours. Et donc, j'ai trouvé ça très bien. Justement, en fait, il faut avoir une vision globale et nuancée. C'est un exemple Ta que je prends. question, Jean-Loup. Alors, ma question, c'est que quand même, je pense que vous êtes passé quand même à côté d'un petit phénomène de la société française qui est, vous en parliez, en fait, vous êtes de la génération Touche pas à mon pote et vous avez, il y a quand même toute une remontée identitaire. Non, on en parle avec le rap. Dans les Oui, années non, mais 90. avec le rap, mais où quand même, où il y a beaucoup de choses sur l'islamisme, par exemple, qui sont un peu, on a quand même l'impression, avec des témoignages de Français d'aujourd'hui, mais d'être quand même toujours dans une ambiance très années 80 et d'être passé, voilà. C'est-à-dire, il y a une remontée, il y a aussi une remontée du communautarisme, on le sait aussi, dans les milieux juifs. L'islamisme, dans- communautarisme, voilà, extrême. Je le dis. C'est ce Oui, qui non, mais aujourd'hui pose bon, problème. Mais vous c'est- l'évoquez. Voilà, vous simplement. l'évoquez, mais on a l'impression C'est que pas tout ça le est cœur très du marginal et documentaire. qu'on est C'est resté dommage, dans la c'est France de dommage. 1998. Réponse de Karine Le Marchand. Mais Est-ce que Pourquoi l'immigration doit-elle être à chaque fois ramenée à l'islamisme? Voilà, Exactement. exactement. Parce qu'il y Là, a un on vrai va- problème. Mais il y a des problèmes avec des délinquants. Oui, voilà. Il y a des problèmes avec des gens radicaux et des délinquants. Ah, mais c'est pas que des délinquants. Moi, par exemple, je connais des jeunes filles ou des jeunes garçons musulmans très sympathiques, mais qui, par exemple, vous parliez du rap, n'écoutent pas de musique parce qu'ils considèrent que c'est interdit par la religion. Mais ça, c'est leur problème. Oui, Ouais, mais ouais. enfin, ça pose quand même un problème d'intégration à la Non. société française. Ça, C'est je un suis pas écart. d'accord. Alors, Pas la musique. C'est quand vous en avez, ou qui refusent participer, par exemple, dans les cours d'art plastique, ce qu'ils disent dessiner, c'est interdit par la religion. C'est un vrai problème Bien qui se sûr. pose dans les établissements Donc ça, scolaires, c'est par autre exemple. chose. Jean-Loup, Mais c'est attendez. combien de pourcentage de la population française dont on parle? Un petit C'est- pourcentage, mais de plus en plus important Je ne chaque pense année. pas. Des Bah, je ne statistiques. pense pas. Non, mais- Je pense qu'il y a des vrais problèmes et je pense que l'immigration est un problème dont on va devoir s'emparer et notamment à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est certain. Et voilà. Mais par ailleurs, je pense que si on devait numérairement dénombrer les gens qui posent problème, ils seraient comme les trains qui arrivent. Non, les trains, c'est souvent qu'ils n'arrivent pas à Oui. l'heure. Non, Non. attention, Alors- attention, Madame Mais- Le Marchand, calmons-nous sur les trains. Attention. Non, voilà. les je- chez les Ah, pardon. cheminots. hein. Voilà. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des fils d'émigrés, des jeunes émigrés ou des petits-fils d'émigrés ne posent pas de problème à la société française. Ceux qui posent des problèmes, en général, ils sont français. Mmh. Et fort du fait qu'ils soient français, ils revendiquent des choses et on ne peut d'ailleurs pas forcément... En tout cas, bravo Non, mais pour votre ce documentaire. que montre le documentaire, c'est qu'effectivement, on est passé de ce qu'on appelait l'assimilation aujourd'hui à vivre à côté. C'est-à-dire qu'on tous, je trouve que tous ces témoignages, Gérard Hernandez aux autres, ils disent à peu près la même chose. Ouais. On a eu des prénoms français pour devenir français. Bah, déjà- On a vite appris à parler français, etc. Aujourd'hui, au contraire, c'est chacun doit garder son identité avant tout, revendiquer son identité. Ses origines. Et tant pis si on vit pas ensemble, on vit à côté. Alors c'est un modèle anglo-saxon où chaque Bah, c'est communauté. surtout une identité très restreinte. Oui, mais c'est ça qui, à mon avis, heurte beaucoup de Français. Mais bien C'est que sûr. c'est un changement de modèle. Notre modèle n'était pas celui-là avant. Mais parce Notre qu'on leur modèle est un demande de modèle choisir. d'assimilation. Universaliste. ouais. Mais parce qu'ils se sentent obligés de choisir, c'est-à-dire qu'ils sont souvent nés en France, ce qui pose problème, mais ils revendiquent finalement un passé qui ne leur appartient pas. Ouais. Ils se réfugient dans un petit bout d'identité et psychologiquement, c'est très restrictif. Imaginez ce mal-être. Moi, c'est comme si Alors, tout ce que je fais, c'est sous le prisme de la négritude. Alors, je vais manger par rapport aux origines de mes parents, je vais me présenter aux autres, etc. Je ne vais voir en moi que la partie noire. Mais c'est horrible. Oui, mais Je suis aujourd'hui, plein de choses. reconnaissez qu'il y a une affirmation identitaire aujourd'hui de Oui, la oui, part. bien Il y a un sûr. courant de pensée Bah, une comme affirmation, ça. mais de qui gens arrive des États-Unis Oui, et qui a complètement. infiltré la France. Bah, qui est ça, un on en a peu parlé dans les minimisé dans le non, documentaire. on en a parlé dans les années 90, pas du tout. Ah, non, j'en parle vraiment. Mais ça a été aussi nourri. Je veux dire, il y a beaucoup d'associations qui vivent aussi des aides et qui ont tout intérêt à ce que ça continue. Tous les réseaux sociaux aussi fonctionnent grâce à l'identitarisme de ces gens-là qui ne sont pas grand-chose. Regardez Et tout du d'un côté coup, de la France insoumise, on mais- revendique cette créolisation, ces mais communautés parce aujourd'hui. qu'ils veulent Une approche rattraper des racialiste, voix, même. ils veulent avoir des voix. Mais Oui, mais ça trouve un écho dans la société. ça trouve un C'est- écho vous le- parce qu'il y a aussi. Vous le regrettez mais du parce coup que alors les échos que vous avez sur les réseaux sociaux sont les échos qui viennent aussi des extrêmes tout le temps. C'est les filles très très maigres qu'on va voir, très squelettiques. Oui, parce ou les que filles comme très, votre très- documentaire, il est positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être critiqué justement par une partie de la gauche ou d'un courant qui va dire mais l'immigration, c'est Karine, ce n'est pas ça ou ce n'est plus ça. Toi, tu montres que des gens qui se sont Non, mais ce que assimilés j'essaye de et vous aujourd'hui, dire, ce c'est n'est ceux plus qui font ça. le plus de bruit, ce sont les gens qui sont dans des extrêmes de communauté.
C'est ça aussi. Quand je dis très très mec, c'est un exemple. Il y a des mouvements, il y a des trends. Et on va mettre en avant, et je pense que les réseaux vivent de ça. Si c'était que des gens classiques, nuancés, qui sont heureux dans leur pavillon avec leurs enfants et qui font le poulet du dimanche, ça ne marcherait pas. Donc en fait, il y a tout d'un coup des gens qui n'ont pas d'identité, qui s'en construisent une, qui prennent la parole avec des termes souvent très extrêmes. Et c'est là où on devrait légiférer aussi, mais bon voilà. Et ces gens-là, tout d'un coup, ont une existence. En fait, on parlait de la majorité silencieuse. Ce qu'on voit aussi dans ce documentaire, c'est que c'est le travail qui permet aussi de l'intégration. C'est aussi quand même l'histoire de l'immigration, c'est des vagues d'immigrés qu'on a fait venir d'ailleurs la plupart du temps parce qu'on avait besoin de reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait accompagner les 30 Glorieuses et que le travail, c'est quand même le meilleur facteur d'intégration. Mais c'est-à-dire qu'au départ, ils venaient que pour ça, ils étaient censés repartir. Et après, quand ils sont venus, c'était alimentaire, ils envoyaient l'argent au pays et ils avaient envie de repartir. Bien sûr. Et puis avec le temps, ils sont pas repartis, et quand on a fait le regroupement familial, on a vu effectivement des centaines de milliers de personnes qui parlaient pas français, qui n'avaient pas eu qui venaient de façon... vous le voyez avec la mère de Boudère. Sa maman, elle savait pas lire, elle savait pas écrire. Elle mettait un nombre de dates dans ses poches pour compter le nombre de stations de métro avant de descendre à l'hôpital pour faire soigner son fils. C'est-à-dire qu'on a aussi projeté des gens sans exiger, effectivement, qui parlent français, qui connaissent un minimum de la France ou qui acceptent de la respecter. C'est vrai. Non, mais je pense que Karine Le Marchand, elle a là un échantillon de ce qu'elle va, à mon avis, subir à partir de ce soir. C'est-à-dire qu'on va lui reprocher de ne pas montrer la minorité. Voilà. Et je m'en fous. Dès que quelqu'un fait l'erreur de montrer la majorité de l'immigration, c'est-à-dire des gens qui vont au boulot le matin, qui dorment, qui se couchent, qui vont emmener leur enfant à l'école, etc., ça va pas. Donc il faut absolument demander, mais il n'y a pas du communautarisme, il n'y a pas de ça. Vous cherchez la petite bête. Moi, par exemple, dans le reportage, il y a Céline Maury, justement, qui a appelé sa fille Pia, par exemple. Et donc qui est revenue avec un prénom très italien, très ancien, italien. Et ça, par exemple, on va dire que ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'assimiler. Non. Alors, non, mais pas vous. Peuvent dire ça. Certains vont dire ça parce que justement, pourquoi est-ce que ses parents lui ont donné Céline et puis elle l'appelle Pia. Mais moi, ma fille s'appelle Alia. Oui, mais j'ai mes deux racines, juive et swahili. Oui, mais j'ai cherché, j'en ai trouvé un. C'est pas parce qu'en fait, quand vous êtes enfant d'immigrés et qu'il y a une sorte de déracinement, parce que l'immigration pour les parents c'est une sorte de déracinement, vous avez aussi une petite volonté, une sorte de préservation, c'est-à-dire que ce voyage, là où vos parents viennent, ne se perdent pas complètement. Et ça n'est pas un manque d'assimilation ou un manque d'intégration. Absolument pas. Ouais. Deux questions télé. Tout d'abord, on va rentrer dans une période électorale, les municipales, ensuite la présidentielle. Vous avez prévu de refaire des émissions politiques un peu décalées en recevant des personnalités, parce que ça cartonne? Alors pour la présidentielle, qui je vais faire de plus? Tout le monde n'est pas en cossu, il y a les nouveaux candidats peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Non. Ça va arriver, ça va arriver. Moi, j'ai un temps quand même incompressible de fabrication. Mais là, j'ai fait Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait Fabien Roussel. Il y a Raphaël Glucksmann. Attal. Oui, alors là, vous n'êtes pas sûr de faire de l'audience avec Raphaël Glucksmann, quoi, en fait. C'est ça? C'est pas ça l'histoire, c'est ce qui se présente. Édouard Philippe, vous l'avez fait? Non. Il se présente. En fait, David Lisnard, vous avez plein de ce que vous dites montre qu'on tourne sur les mêmes depuis un certain temps. C'est surtout que moi, le temps de mon émission, il est assez incompressible. Vous pouvez parier sur Édouard Philippe, allez-y. Glucksmann aussi, je pense. J'en ai déjà parlé avec eux. Et puis une deuxième question. Non, mais j'en ai déjà parlé, j'ai déjà croisé les deux d'ailleurs, et je leur ai dit pourquoi pas. Ils m'ont dit pourquoi pas. Deuxième question, Jean-Marc Morandini qui est maintenu à l'antenne sur CNews, ça vous choque ou pas? Quel rapport? Quel rapport avec mon travail? Parce que vous êtes animatrice télé, est-ce que... j'ai pas envie de répondre à ça, parce que quelle que soit ma réponse, de toute façon, ça va me retomber dessus. Pourquoi vous n'avez pas envie de répondre? Moi, je trouve que les téléspectateurs sont des gens qui sont très intelligents et que c'est à eux de faire des choix aussi, quoi. Mais moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur le maintien ou pas de Jean-Marc Morandini à son antenne. C'est aux téléspectateurs de choisir. C'est aux spectateurs de choisir, je pense. Oui, arrête avec tes questions déplaisantes et revenons sur l'excellent documentaire que tout le monde va regarder ce soir. Alors justement, Bruno Poncet. Moi, je voulais vous remercier parce que dedans, vous citez Bounaïmin, que je connaissais un peu et qui est décédé malheureusement trop tôt. Ouais. Et c'est important parce que ça fait partie des racismes en France, ou le racisme anti-asiatique.
et qui passe crème parce que, rappelez-vous, pendant le Covid, les gens se pinçaient le nez à côté d'un Asiatique. Il y a toujours ce truc à côté anti-chinois et tout, et d'ailleurs on dit toujours que c'est tous des Chinois. Et Bounaïmin en parlait très bien, moi ça me faisait rire, et je trouve que c'était très bien d'en parler, et puis surtout de parler de lui parce que... On parle du Cambodge aussi, Ouais. on parle de plein d'origines. Et ce qui est intéressant avec Bounaïmin, c'est que il n'a pas du tout la même. C'est ça qui est intéressant. Il n'a pas du tout la même vision de la chose que son frère. Ouais. C'est-à-dire que même quand on a une éducation similaire, avec des parents qui vous disent aussi la même chose, la même éducation par rapport à l'intégration, eh bien les enfants eux-mêmes ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui vont rejeter le prénom français, d'autres au contraire qui vont s'embarquer complètement dans l'imagerie populaire même de la France ou culturelle. C'est intéressant de voir qu'en fait c'est presque un choix en fait. L'identité, c'est mouvant. Et selon on voit bien, il y a des enfants qui vont se rapprocher de la religion de leurs parents quand ils sont à l'adolescence, puis après ils vont s'en écarter quand ils vont se marier. Il faut pas figer une identité.